Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce mercredi matin est Aran Marek. Il est secrétaire fédéral des jeunes communistes du Finistère. Il est également conseiller municipal à Brest. Et je dois vous dire, il a pris le train pour venir au studio de Bretagne 5 à Saint-Brieuc au Totem. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler politique. Bonjour. Alors, la politique, on en parlait un instant avec le budget. J'avais envie de commencer par vous demander si vous avez regardé le discours du Premier ministre Sébastien Lecornu et est-ce que vous en avez pensé finalement ? J'ai regardé une partie du discours, mais malheureusement, on voit la même chose que l'on voit depuis des mois et des mois. Un gouvernement qui ressemble au gouvernement précédent avec quelques avancées par-ci par-là, petite avancée sur les retraites, mais qui reste bien maigre alors qu'on sait que la population française est très majoritairement opposée à cette réforme. On voit encore un gouvernement qui va nous parler d'austérité, qui va nous parler de faire des économies, qui, attendez juste à l'instant, 17% sur les politiques de jeunesse, c'est atroce. Enfin, la jeunesse est encore une fois une jeunesse sacrifiée. Moi, j'ai pas beaucoup d'espoir dans ce gouvernement qui risque de passer comme les autres, qui est encore parce que il faut encore le choix de l'austérité face à une réelle politique ambitieuse, sociale, qui va chercher l'argent là où il est. J'ai pas entendu parler de l'ISF alors que bon, il y en a qui depuis les précédents gouvernements Macron s'enrichissent toujours plus. Et on va jamais chercher l'argent là où il est, on va plutôt chercher là où il n'est pas, chez les populations les plus précaires, dans les politiques de jeunesse, dans les politiques de sport. C'est tout clairement insatisfaisant. Pour vous, ce projet de budget est à côté de la plaque, si vous me permettez le terme un peu trivial ? Oui, bah totalement. Je pense que c'est la politique macronienne depuis le début. C'est une politique d'instabilité qui n'entend pas que y a eu une majorité certes relative, mais une majorité à gauche. Du coup, si face à cette majorité, les seules propositions qu'il a, c'est continuer comme si de rien n'était, avec un peu une petite carotte avec la réforme des retraites, en nous faisant croire qu'il va réellement avancer sur le sujet, on n'est clairement pas satisfait. Axel Guillaume. Deux motions de censure ont été déposées donc par le Rassemblement national et par la France insoumise. Elles seront examinées donc demain matin dès 9h. Certains partis comme le Parti socialiste ont annoncé qu'ils ne censureraient pas le gouvernement. Le Parti communiste français, lui, n'a pas encore tranché clairement, même si on a vu Fabien Roussel hier se fendre d'un tweet. Il dit dans ce tweet: la suspension de la réforme des retraites à 62 ans, 9 mois, 170 trimestres est une première victoire pour les 500 000 salariés qui en profiteront cette année. C'est le fruit de toutes les mobilisations. Donc c'est une forme de prise de position un peu identique à celle d'Olivier Faure. Il a l'air de se satisfaire justement de cette suspension des réformes. Quelle est ce matin la position du Parti communiste français ? Est-ce que vous allez voter la censure, oui ou non ? Le Parti communiste, je vais pas parler à la place des députés, mais on a clairement dit lors de notre discours à l'Assemblée que ce gouvernement, comme les précédents, tomberait. Je pense que, quoi qu'il en soit, certes, on a ce sentiment de responsabilité de voir en face qu'il y a eu une avancée sur la réforme des retraites, qui est certes très mineure, mais il y a une avancée, et on n'est pas dupe que cette petite avancée ne soit pas très stable face à une politique qui ne dit pas clairement qu'elle va chercher l'argent là où il est, chez les plus aisés qui accumulent depuis des années, et qui, dans une logique d'austérité, continue à vouloir aller chercher un peu de l'argent partout. Et cette petite avancée qui est très mineure nous paraît, certes, c'est une bonne nouvelle, mais on est peu confiant sur le fait que ça reste à la fin et que ce soit pas encore une avancée pour mieux reculer après. Et si cette motion de censure, elle est adoptée, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est notamment nos confrères du Parisien qui l'ont dévoilé, que le président de la République a annoncé hier lors du Conseil des ministres que si la motion de censure est si le gouvernement est censuré, le
président dissoudra l'Assemblée nationale. Donc s'il y a dissolution, est-ce que vous avez discuté déjà avec le Parti communiste français? Est-ce que vous êtes prêt à cette éventualité-là? Et si oui, est-ce que des candidats sont prêts pour se poster est-ce qu'ils sont prêts justement à candidater justement aux élections législatives? Oui, on a notre parti, comme je pense la plupart des partis en France, voit cette éventualité et suit rigoureusement l'actualité pour savoir quand ça arrivera. Mais je pense que on a vu la politique de Macron, qui est une politique d'instabilité depuis des années. On s'attend à ce que il y ait une dissolution à tout moment. À partir du moment où il avait décidé qu'il ne mettrait pas un gouvernement de gauche en place, on s'attendait à ce qu'il y ait une dissolution tôt ou tard pour rebattre les cartes et voir ce qu'il en serait. Nous, on est prêts. On continue à dialoguer avec les différentes forces de gauche et on dialogue avec les forces de gauche et certes, avec les municipales qui se rapprochent, ça va être un enjeu qui vont se croiser, mais on cherchera à être le plus cohérent possible. Avec un problème récurrent, tous les regards se tournent depuis quelque temps vers Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui n'a pas parlé, qui ne s'est pas exprimé ou si peu sur le tarmac en Égypte lors de son déplacement à Sharm el-Sheikh. Est-ce que vous trouvez que c'est une faute politique de ne pas s'être adressé aux Français en cette période d'instabilité et d'incompréhension des Français face à tout ce qui se passe? Emmanuel Macron n'est pas à une faute près, il est dans sa logique constante de mener notre pays dans une instabilité toujours plus forte, toujours plus insupportable, qui nie la réalité des Français et se considère comme étant le grand chef au-dessus de la mêlée, mais en réalité c'est celui qui mène notre pays dans les chemins les plus chaotiques et voilà, qui fait absolument n'importe quoi. On le voit qu'il a essayé de se mettre au-dessus de la mêlée en allant sur les sujets internationaux, mais même là, il est plutôt insatisfaisant. Certes, on a été satisfait quand l'État de Palestine a été reconnu, mais ça reste une avancée bien faible face à un génocide qui était en cours. On voit encore que même à l'international, il est insatisfaisant. Il se retrouve juste à courir derrière Trump. Je pense que ce soit à l'international ou au niveau national, il fait n'importe quoi. Si il y a de dissolution, il va donc y avoir, comme le disait à l'instant même Axel Guillaume, de nouvelles élections. On risque peut-être de retrouver, peu ou prou, la même redistribution à l'Assemblée nationale. Donc, aller peut-être vers de nouveaux blocages. C'est quelque chose qui vous inquiète, ça, la possibilité de retrouver à nouveau des blocages, même s'il y avait dissolution et élection? Oui, ce qui nous inquiète, c'est ça. C'est la montée de l'extrême droite aussi qui nous inquiète très fortement. Mais on voit clairement qu'on arrive aux limites d'une 5e République contre lequel le Parti communiste a lutté dès le départ, qui était une 5e République très, très présidentielle, qui ne respectait que très peu le pouvoir de l'Assemblée. Il faut redonner du pouvoir justement aux députés à l'Assemblée nationale, finalement la représentation du peuple. Oui, clairement, il faut remettre le débat au centre du fonctionnement de notre pays et non un président qui dépasse tous les clivages et ne cherche pas à débattre, à négocier, à faire en sorte d'avoir un peu un accord dans le pays et qu'on soit pas dans une situation de conflit permanent. Alors, avec aussi des alliances. Alors, on les voit, ces alliances à gauche, avec l'exception du Parti socialiste. Alors, même si il y a encore un flou qui demeure, il y a un député socialiste déjà qui a choisi, lui, de voter la motion de censure, donc de ne pas suivre ce qui a été demandé par Olivier Faure, c'est-à-dire, en gros, de ne pas censurer le gouvernement. À droite, c'est très compliqué également. On voit qu'il y a une scission avec des députés qui ne sont pas satisfaits. Alors, pour le coup,
de l'abrogation de la réforme des retraites. Le RN qui a d'ores et déjà dit qu'il censurerait le gouvernement, tout comme LFI. On a l'impression que ça va se jouer à quelques voix près. Si le gouvernement devait être censuré, ça montre aussi un petit peu la difficulté pour les différentes formations politiques de trouver des alliances et des compromis. Là aussi, on a oublié le travail du compromis aujourd'hui. Non, je pense qu'on a un paysage politique qui se reforme vraiment à droite, voire à l'extrême droite, avec une extrême droite qui est très confiante, une droite LR qui est totalement perdue, et une Macronie qui fonce dans le mur. La gauche qui se retrouve face à une situation compliquée et qui cherche à garder le cap à gauche face à un monde politique qui tourne à droite. Je pense que on est dans une période qui change beaucoup, avec un peuple qui a été méprisé. Axel, Guillaume. Cette question, en tout cas, de la dissolution, elle pose question dans tous les partis politiques. Stéphane en a parlé, mais elle relance surtout le débat sur l'unité de la gauche et sur la manière dont les différentes forces politiques se positionnent justement face à la motion de censure. Et on va quand même parler de la rupture avec une certaine partie de la gauche, notamment la France Insoumise, puisqu'elle semble désormais consommée, puisqu'elle a été exclue, la France Insoumise, des dernières réunions qu'il y a eu avec le Front Populaire. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du NFP? Est-ce que le NFP c'est terminé? Est-ce qu'il n'y a plus d'accord entre le Parti communiste, le Parti socialiste qui semble se fracturer avec cette décision de ne pas censurer le gouvernement, et la France insoumise qui semble exclue des réunions? Est-ce que le NFP c'est terminé aujourd'hui? Nous, au Parti communiste, on parle avec toutes les forces de la gauche. C'est le cas nationalement, c'est le cas localement. On n'a jamais eu de difficulté avec la France insoumise. Mais force est de constater que actuellement, le Parti socialiste et la France insoumise ne veulent pas se parler et refusent de travailler ensemble. Nous, on peut pas faire grand-chose que constater et toujours continuer à porter un travail d'union à gauche face à l'ampleur de la situation actuelle. Et on fait tout pour qu'il y ait une continuité dans le dialogue. Après, va falloir avancer. Du coup, on a une France insoumise qui a fait aussi des choix de partir seule dans de nombreuses villes municipales. Ça aura aussi un impact et à nous de trouver des solutions pour porter une proposition d'union la plus large possible aux prochaines élections et répondre à la demande des Français d'union à gauche et de cet espoir que peut incarner la gauche. C'est ça le danger finalement, c'est une désunion de la gauche qui favoriserait mécaniquement quelque part une progression du Rassemblement national? Oui, vu la situation actuelle, à gauche, on est d'accord sur énormément de points. On a été capable, aux 2 dernières législatives, de travailler ensemble. On est capable, dans de nombreuses collectivités, de travailler ensemble. Je ne pense pas que la désunion nous apporte quoi que ce soit. Et face à l'extrême droite qui monte, c'est aussi un manque de responsabilité face aux Français et c'est particulièrement désolant. Avec là aussi le Rassemblement national qui s'organise. Alors on va faire un petit focus sur la Bretagne. On voit qu'il y a, permettez-moi le terme, il est un peu militaire, mais de grandes manœuvres au Rassemblement national pour présenter des listes dans de nombreuses villes. Alors c'est le cas ici dans les Côtes-d'Armor, ce sera sans doute le cas dans le Finistère, en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan. On voit que finalement la droite conservatrice s'organise. Est-ce que face à la désunion de la gauche, là encore, ça peut peser dans la balance électorale, j'entends? Oui, c'est face à leur position nationalement, on peut réellement s'inquiéter à ce qu'ils arrivent à prendre des villes. Nous, on regarde ce qu'ils ont pu mener dans les villes où ils ont été élus, ça a été catastrophique, ça a été des destructions de services publics, des politiques particulièrement racistes, haineuses, et ça a un impact réellement catastrophique sur la vie des gens localement. Et on fera tout pour qu'ils passent dans le moins d'endroits possible et qu'on fera toujours en sorte de faire barrage autant que possible au RN, parce que c'est le pire qui puisse arriver à une ville.
Après, ils font comme tous les partis, ils se préparent au municipal. Nous, on fera en sorte qu'ils n'arrivent pas au pouvoir et on fera tout, que ce soit dans les municipalités ou en France, pour ne pas les laisser faire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux électeurs du RN qui progressent ici aussi en Bretagne, alors que c'était pas forcément sa terre d'élection? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous sentez qu'il y a une désespérance chez eux, une envie de renverser un petit peu la donne politique? Je pense que on se donne l'impression que vu que le RN n'a pas été testé, il faut leur donner une chance, mais en réalité, surtout quand on parle d'élections locales, ils ont la gestion de plusieurs villes et on voit qu'à chaque coup c'est catastrophique, c'est le recul du service public, c'est une politique très très libérale qui met à sac tout ce qu'il peut y avoir de politique sociale, de politique humaine dans les villes. Et quand on sait que nos villes, nos collectivités locales sont l'échelon le plus proche des habitants, le plus humain, avoir une politique déshumanisante à ce niveau-là est particulièrement atroce à voir et difficile pour les habitants. Je pense qu'il n'y a aucun espoir à trouver dans le Front National aux élections municipales. On va continuer à parler du local dans un instant. Juste une dernière question par rapport à l'actualité donc politique nationale. Est-ce que, comme en 2024, vous parlez de faire barrage au Rassemblement national. Est-ce que s'il y a une triangulaire lors de élections législatives, si dissolution il y a, est-ce que, par exemple, un candidat du PCF ou du PS, est-ce que vous retirerez au profit donc d'un autre candidat de gauche pour justement faire cette notion de barrage que vous évoquez à l'instant? Ah oui, ça c'est une évidence. Hein. S'il y a un second tour, on se retrouve face à un candidat RN qui risque de prendre la place, que ce soit un candidat même du centre droit, de gauche, on se retirera et on prendra jamais le risque qu'un député RN passe. Ça a été le cas par exemple dans le Finistère, la 5e circonscription, où on s'était retiré pour la candidate macroniste, et ce sera le cas à nouveau s'il y a le risque que le RN arrive en tête. Donc même si un candidat macroniste, par exemple, arrive deuxième et vous troisième, vous vous retirerez au profit d'un macroniste? Oui. D'accord. Sans aucune hésitation. Ce qui nous emmène d'ailleurs à Brest, vous aurez compris la transition. J'ai pu constater dans la presse régionale, chez nos amis du Télégramme ou de Ouest France, que le parti communiste se mettait en ordre de marche pour les élections municipales. Quels sont les points importants aujourd'hui? Alors j'imagine que vous êtes en pré-campagne, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais quels sont les points importants aujourd'hui pour Brest? Quels sont les projets à porter aujourd'hui? À Brest, nous, ce qui est important pour nous communistes actuellement, c'est face à une situation de désolation sociale, de donner un peu d'espoir et d'utiliser l'échelon local pour redonner de l'espoir quand l'échelon national n'est plus du tout là, n'est plus en présence, avec des services publics qui tombent en ruine. Au moins, à l'échelon local, malgré la perte de moyens de nos collectivités locales, on veut ramener de l'espoir. Et c'est pour ça que nous, communistes, on se bat pour des propositions fortes sur l'échelon social. On a pu parler et faire campagne pour la gratuité des transports, mais on peut parler aussi de la gratuité d'accès aux musées, la gratuité d'accès aux médiathèques. Et on cherche à ce que ces municipales-là soient des municipales tournées vers le social. Et c'est dans ce sens-là qu'on va négocier avec les autres forces de gauche actuellement. On a face à nous donc le chef de file, puisque c'est en tant que tel que les communistes brestois vous ont désigné avec Éric Guélec pour les municipales donc qui vont se tenir dans 5 mois. Chef de file, ça veut dire quoi concrètement? On a un chef de file mais aussi un candidat tête de liste en face de nous? Tête de liste pour les communistes. Après nous, communistes, on cherche à faire l'union. Du coup, notre objectif, c'est pas faire une liste seule. Mais le rôle des chefs de file actuellement, c'est d'aller à la rencontre des forces de gauche. Nous, on a déjà commencé à faire bien le tour en allant rencontrer que ce soit la France Insoumise, le PS, mais aussi tous les partis faisant partie de la majorité, les partis à gauche étant présents à Brest, et pour à la fois parler
de quels sont leurs projets, comment on peut arriver à faire l'union la plus large possible, mais aussi de voir quelles sont leurs positions sur les sujets importants pour les Brestois, que ce soit les politiques sociales, la gratuité des transports, mais aussi la sécurité, et de voir comment on peut arriver ensemble à avoir un projet pour l'avenir de Brest. On va les développer dans un instant, ces projets. Donc votre rôle, on l'a bien compris, donc vous aurez plus un rôle donc de négociateur pour forger donc des alliances solides à gauche. Vous l'avez dit notamment dans une interview rassembler toute la gauche, y compris des élus de la France insoumise. Est-ce que vous ne craignez pas aussi, malgré tout, puisqu'on parlait d'échelle nationale, mais là on va parler d'échelle locale, des candidatures dissidentes, par exemple des écologistes ou bien des insoumis, parce que vous avez dit dans une interview que vous craignez, vous me dites si je me trompe, mais que les écologistes notamment, il y a sur certains points où vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous ne craignez pas justement qu'avec ces désaccords, ça crée des candidatures dissidentes? Oui, on a toujours le risque et au vu des sondages qui sécurisent la gauche, on peut s'inquiéter à ce qu'il y ait une accumulation de listes différentes sur des petites divergences qui ne sont pas si importantes que ça. Après, tant que tout le monde prend sa responsabilité, qu'on arrive à faire en sorte de, si besoin, de fusionner au second tour pour garder la ville à gauche, parce que fondamentalement, même si on a quelques désaccords, sur le plus gros du commun, on reste particulièrement d'accord comparé à la droite ou à l'extrême droite actuellement. On parle aussi, vous parlez de l'extrême droite, de la droite, on parle d'une forme d'union des droites. C'est quelque chose que vous redoutez éventuellement, que des partis de droite se mettent d'accord et fassent barrage dans l'autre sens pour le coup? Oui, oui, réellement, hein, c'est quelque chose qui nous inquiète tout particulièrement. De voir la droite s'acoquiner avec l'extrême droite, c'est quelque chose qui nous inquiète. Et comme on l'a vu, hein, le gouvernement n'a pas hésité quand il fallait bloquer la gauche à s'allier à l'extrême droite. On a cette inquiétude à l'échelon local. On fera tout pour que ça n'arrive pas en restant le plus unis possible. Et j'espère que si une union de la droite et de l'extrême droite qu'il y ait une union forte à gauche pour la contrer. Voilà, en fait, il y a une forme de rééquilibre du paysage politique si on y regarde d'un petit peu plus près. Un rééquilibre, je suis pas certain. Il y a quand même un penchant à l'extrême droite qui est extrêmement fort et un besoin de responsabilité pour faire en sorte que l'extrême droite ne passe pas. Alors sur les grands sujets, on entend beaucoup parler de sécurité à Brest. Là aussi, un sujet qui est souvent l'apanage du Rassemblement national. Comment répondre aux formes d'insécurité qui règnent à Brest aujourd'hui? Sur la sécurité, on voit clairement qu'il y a une demande de la population. Il y a des choses qui ont été mises en place par notre municipalité, par exemple la brigade de tranquillité et une présence renforcée sur l'espace public. Nous, ce qu'on attend, c'est un bilan clair de ce qui a été mené en termes de politique de tranquillité à Brest. Et ce qu'on espère, du moins, on ne fait aucun tabou, mais dans tous les cas, ce qu'on pense qu'il faudra, c'est qu'il y ait une présence humaine renforcée, une présence qui permette de faire de la prévention, une présence qui soit au contact des Brestois et des Brestoises sur tout le territoire. Et nous, on veut réellement qu'il y ait un travail fait de proximité. Quand vous parlez d'une présence, est-ce que vous parlez d'une présence de police municipale, par exemple? Alors, la ville de Brest fait partie de ces villes qui n'ont pas de police municipale, des rares villes de cette taille, parce que c'est avant tout le travail de l'État, tout ce qui est police. Malheureusement, au vu du désengagement total de l'État et de la destruction de nos services publics, on a mis pendant ce mandat en place une brigade de tranquillité urbaine. Et nous, on n'a aucun tabou sur la police municipale. Des villes communistes l'ont mise en place, mais on cherche d'abord à voir la solution qui sera le plus efficace. Et pour cela, il nous faudra un bilan qui soit clair de ce qui a été mis en place avec la brigade de tranquillité, voir quels points sont satisfaisants et insatisfaisants. Et s'il y a besoin d'une police municipale, elle sera mise en place. Parce que justement, le maire en place actuellement, le maire de Brest, dit qu'une police municipale, c'est 6 à 8 millions d'euros par an. Et il s'indigne justement en disant qui va payer, eh bien c'est le contribuable. Donc c'est pour ça que je vous posais la question, si vous la mettez en place, il va y avoir un coût justement pour la mettre en place. Est-ce que vous ne craignez pas justement que cette mesure qui est importante pour les Brestois, une mesure de sécurité, elle ne les fasse pas grogner, si je peux me permettre le terme? Bah,
Le problème central dans tout ça, c'est l'abandon des politiques de l'État, que ce soit sur le régalien, sur la santé. Et dans tous les cas, à la fin, on se retrouve dans les situations où, oui, à l'échelon local, va falloir trouver les financements pour essayer de compenser l'État. Et on se retrouve encore plus limité dans nos capacités d'action sur nos politiques qui sont normalement les nôtres. Nous, on n'est pas encore au clair sur le choix que l'on fera sur une police municipale ou non. Mais dans tous les cas, il faudra des investissements sur les problématiques de sécurité pour avoir une présence humaine dans tous les cas plus importante, que ce soit de la brigade de tranquillité ou de la police municipale. Et c'est malheureux de voir l'État se désengager, mais on peut pas abandonner les Brestois et nous, on sera présents pour faire en sorte qu'il y ait une présence humaine sur le terrain. En tout cas, vous en avez parlé, votre priorité principale, c'est de redonner du pouvoir d'achat et de soutenir le service public face à sa dégradation. Vous avez parlé notamment de la gratuité des transports. Vous proposez une gratuité progressive des transports pour les personnes entre 0 à 26 ans et les plus de 60 ans. Est-ce que vous avez chiffré ce budget? Parce que cela a aussi un coût. À quelle hauteur cela pourrait coûter justement à la municipalité? On n'a pas le chiffre exact, mais la gratuité des transports, pour nous, c'est une proposition que l'on fait, une proposition qui cherche à être responsable face à des propositions plus extrêmes qui voudraient une gratuité totale tout de suite et maintenant. Nous, on sait que ça a un coût, qu'il va falloir aussi faire évoluer le réseau. Et c'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait en priorité la gratuité pour les populations qui n'ont pas la part qui est prise en charge par l'employeur de leur abonnement, c'est-à-dire les retraités et les jeunes en études et les jeunes en globalité. Et c'est pour ça qu'on a cette proposition, mais après on reste ouvert sur d'autres propositions, que ce soit de la tarification sociale plus renforcée ou de la gratuité sociale. Et c'est pour cela qu'on ferme pas les portes et on donne pas un chiffre précis. Mais lors de ce mandat, on a réussi à avoir une étude sur la gratuité au moins de 18 ans. Le minimum serait d'aller jusqu'à la mettre en place. Alors on va devoir conclure. Taran Marek, je voulais vous entendre sur un déplacement que vous avez fait à Cuba, voilà, pour aller voir un petit peu comment ça fonctionnait là-bas. Vous reviendrez nous en parler, c'est promis, parce que là on va être en retard et mon réalisateur me fait déjà les yeux noirs. Merci infiniment Taran Marek, secrétaire fédéral des jeunes communistes du Finistère, conseiller municipal à Brest et donc candidat, on l'aura compris, d'être venu ce matin pour parler politique dans la matinale de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée. Belle journée à vous aussi. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.